On va consacrer la capsule d'aujourd'hui à faire des exemples de ce qu'on appelle un mouvement simultané. Donc le mouvement simultané, c'est lorsqu'on a deux objets, deux véhicules, qui bougent en même temps et habituellement on se pose des questions à savoir quand est-ce que l'un va rattraper l'autre ou qu'il va rentrer en collision avec ou quelque chose comme ça. Donc un premier exemple ici, pas trop complexe, c'est un exemple du volume, l'exemple 3.5. On a une motocyclette qui est arrêtée à un feu rouge, puis lorsque le feu passe au vert, le motocycliste va accélérer avec une accélération de 2,5 mètres par seconde carré. Mais au même moment, il y a un l'auto qui est rouge ici, qui dépasse la motocyclette à une vitesse constante de 12 mètres par seconde. 12 mètres par seconde, c'est environ une quarantaine de kilomètres heure. L'auto n'a pas arrêté parce qu'il est arrivé juste au bon moment, dans le fond, quand la lumière est passée au vert. Donc, on peut imaginer un peu qu'est-ce qui va se passer. L'auto va dépasser la motocyclette. Ensuite, la motocyclette va accélérer, mais comme elle accélère, ben, elle va finir par rattraper à un moment donné l'auto qui, elle, continue à vitesse constante. Alors, les questions, c'est quel est le temps nécessaire à la motocyclette pour rattraper l'automobile? Puis ensuite, quelle est alors la vitesse de la motocyclette? Donc, vous voyez, c'est un problème de mouvement simultané parce que les deux sont en mouvement en même temps et on ne peut pas répondre aux deux questions en utilisant une seule équation, par exemple, parce que les deux bougent en même temps. Donc, la distance que la motocyclette a à parcourir est influencée par la distance que l'auto elle-même a à parcourir. Alors, comment résoudre ce type de problème-là? Première chose à faire, on va se faire deux colonnes. Donc, on va se faire deux colonnes parce que on a nos deux véhicules, puis on va mettre les informations de chaque véhicule dans sa propre colonne. On va commencer par la motocyclette. Donc, dans cette colonne-ci à gauche, on va mettre la moto. Puis, de l'autre côté, on va mettre la voiture. Voilà. Ensuite, donc, on écrit les informations qu'on a pour chacun. C'est bien important de se choisir un système d'axes qui est commun aux deux. Évidemment, on ne peut pas avoir un système d'axes pour un et un système d'axes pour l'autre. Il faut absolument avoir un système d'axes commun aux deux. Ici, c'est quand même relativement évident. Ça va être le feu rouge, en fait, qui va être notre x égale 0, donc l'origine de notre système d'axes. Puis, on va aussi appeler t égale 0 le moment où les deux franchissent cette ligne-là en même temps d'ailleurs. Donc, ça va être notre origine. Alors, on peut dire pour les deux, on peut leur mettre un x0 de 0, parce qu'ils partent tous les deux à cet endroit-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme information? La motocyclette est arrêtée au départ, donc on peut lui mettre une vitesse initiale nulle, tandis que la voiture, elle, non seulement c'est sa vitesse initiale, mais elle est constante en fait. C'est une vitesse de 12 mètres par seconde. Ici, on pourrait le noter à quelque part. J'aurais dû le noter en haut, là, mais pour la voiture, c'est une vitesse constante. Tandis que pour la moto, on va considérer que c'est l'accélération qui est constante. D'ailleurs, ils nous disent que c'est ici 2,5 mètres par seconde carré. Alors les deux, ils n'ont pas le même type de mouvement. Un, c'est vitesse constante, l'autre, c'est accélération constante. Je continue à mettre les données. Alors pour la moto, on nous dit qu'elle va accélérer à 2,5 mètres par seconde carré. Pour l'autre, pas d'accélération évidemment, puisque son accélération, sa vitesse est constante. Ensuite, c'est pas mal tout ce qu'on a. On a mis notre vitesse initiale. Bon, on n'a pas le temps vraiment, donc on n'en sait pas plus que ça. Avant de regarder qu'est-ce qu'il nous faut, les unités sont correctes. On a des mètres par seconde carré, ça marche. Les signes, donc ça sera vers la droite. La vitesse ici est positive, c'est vers la droite. L'accélération positive également, puisque la moto va aller de plus en plus vite. Donc le même signe que la vitesse, qui est vers la droite. Quel est le temps nécessaire à la motocyclette pour attraper l'automobile? Donc ce qu'on cherche, c'est ça ici. Donc le temps qui est là. Puis on va vouloir aussi éventuellement la question 2, la vitesse de la motocyclette à ce moment-là. Donc la vitesse finale, on pourrait l'écrire ici. On veut ces deux choses-là. Ici, on a un MRUA pour la moto, mais par contre, on a seulement deux données
on a la vitesse et l'accélération, la vitesse initiale et l'accélération. On a x0, mais ça, c'est une donnée incomplète. La vraie donnée, c'est delta x, c'est le déplacement. Puis ça, on ne le connaît pas. Donc, en fait, on n'a pas suffisamment de données, puisque ça nous en prend 3, en fait, pour pouvoir calculer. Pour la voiture, elle, il y a une seule équation. Vu que c'est vitesse constante, notre équation, c'est Vx égale delta x sur delta t. Vitesse égale distance sur le temps. Alors, on a la vitesse, mais on n'a ni la distance ni le temps. Donc, encore une fois, on a trop d'inconnus. Donc, ça, c'est quelque chose qui arrive quand on a un mouvement simultané comme ça. Le truc dans ce temps-là, c'est de trouver qu'est-ce qui est commun aux deux véhicules. Une chose qui est commune toujours, c'est le temps. Donc, c'est sûr que le temps s'écoule de la même manière pour les deux. L'autre chose qui est commune, dans ce cas-ci, c'est la position finale, parce qu'on veut savoir quand est-ce que l'auto rattrape l'automobile. Donc, rattraper, ça veut dire être à la même position. Alors, dans le fond, on veut que le x final soit le même pour les deux. Et maintenant, donc, on a le x final et le temps qui sont communs. Alors, c'est ça qu'on va exploiter. Donc, on va aller chercher, par exemple, pour l'auto, Vx égale delta x sur delta t. Je vais remplacer la vitesse par le chiffre, c'est 12. Puis delta x, c'est la position finale moins la position initiale qui est 0 sur delta t. D'ailleurs, j'ai enlevé le delta, là, je vais juste garder t. Si j'isole xf là-dedans, ça va me donner xf égale 12t. Alors, ça, c'est mon équation qui me donne la position de la voiture en fonction du temps. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, mon but, c'est d'obtenir une équation qui me donne la position en fonction du temps. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller choisir une équation dans laquelle on a la vitesse initiale puis l'accélération, puisqu'on la connaît, et que les deux autres inconnus, ça va être la position finale et le temps. Alors, on regarde dans nos quatre équations, laquelle qu'on a ces quatre variables. Donc, si vous allez voir dans vos équations, vous allez voir que c'est l'équation suivante. On a delta x égale v0xt plus une demi ax t au carré. C'est la seule équation qui contient ces quatre variables. Et maintenant, on remplace. Donc, delta x, c'est x final moins x initial, qui est 0. La vitesse initiale, c'est 0 dans notre cas. Donc ça va s'en aller. Puis ensuite, notre accélération, on aura 2,5 fois t au carré. Alors, si on simplifie un peu l'équation, on trouve xf égale une demi fois 2,5, donc 1,25 t au carré. Et là, donc, on a notre équation qui nous donne la position de la moto en fonction du temps. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que justement les deux aient la même position finale, puisqu'on veut que la moto rattrape l'auto. Donc, on finit ici en terminant que xf de la moto, tiens, on va l'écrire comme ça, égale xf de la voiture. Donc, comme ça, les deux sont égales. Alors, on va avoir 1,25 t2, puis de l'autre côté, 12t pour la voiture. Et vous remarquez que maintenant, il ne nous reste plus qu'un seul inconnu. Alors, on peut isoler le temps. Donc, dans le fond, il y a un t qui s'annule de chaque côté. Et ensuite, il va donc nous rester t égale 12 sur 1,25. Ça donne 9,6 secondes. Donc, grosso modo, avec les vitesses impliquées, ça a du sens, 9,6 secondes comme réponse. Donc, ça répond à la première question. La deuxième question, c'est quelle sera la distance parcourue, donc quelle est alors la vitesse de la motocyclette. Donc, pour la vitesse de la motocyclette, maintenant, ça va nous prendre une autre équation, en fait. On va aller chercher l'équation suivante. Donc, V0x plus A fois le temps. Il y en aurait plusieurs, d'ailleurs, qui auraient pu nous aider cette fois-ci, puisqu'on a plus d'informations que tout à l'heure. On avait 0 donc comme vitesse initiale, 2,5 comme accélération, et on vient de trouver que le temps était de 9,6, donc maintenant on peut l'utiliser.
et ça va nous donner la vitesse finale. Alors, ça donne 24 mètres par seconde. On finit par juste vérifier si ça a du sens ou non. Donc 24 mètres par seconde, ça donne un peu plus de 90 km/h, donc c'est possible. 24, si on la compare à celle de l'auto qui était 12, on arrive au double. C'est normal qu'elle aille plus vite parce que elle avait, dans le fond, l'auto avait de l'avance, donc il a fallu que la moto aille plus vite pour pouvoir finalement la rattraper. Donc ça c'est normal aussi et ça a du sens. Un deuxième exemple de mouvement simultané. Donc, je présente la situation suivante. On a un camion et une voiture. Les deux avancent l'un vers l'autre. Le camion va à 90 km/h et il va freiner. Donc, à partir du moment qui est représenté ici, le camion freine et il y a une décélération de 4 mètres par seconde carré. La voiture, elle, va à 55 km/h, donc un peu plus lentement, pas mal plus lentement en fait, mais elle décélère en plus avec une décélération de 8 mètres par seconde carré. Parce qu'elle a des meilleurs freins, meilleure friction, je ne sais pas. Mais bon, elle a une meilleure décélération. Donc, les deux commencent à freiner exactement au même moment, le moment qui est représenté là, et à ce moment-là, ils se trouvent à 45 mètres de distance. La question, c'est est-ce qu'ils vont rentrer en collision l'un avec l'autre? Si oui, où et quand? Donc, on veut savoir ces choses-là. Vous voyez, c'est encore un exemple de mouvement simultané. Les deux sont en mouvement. Alors, on fait la même chose. On va diviser notre surface en deux pour écrire les données pour chaque véhicule. Tiens, je vais me faire une longue barre ici. Je vais mettre, puisqu'il est à gauche, je vais mettre mon camion à gauche. Puis la voiture à droite. Et je fais la même chose que tantôt. Je vais donner toutes les données. Alors ici, les deux décélèrent, puis on a une accélération unique, là, ça veut dire que c'est une accélération constante. Donc on est en MRUA pour les deux, comme ceci. Ensuite, on a la vitesse initiale. Donc vitesse initiale pour le camion, c'est 90 km/h, qu'on va tout de suite transférer en mètres par seconde. Alors quand on fait le calcul, ça donne exactement 25 mètres par seconde pour 90 km/h. Ensuite, l'accélération du camion. Alors on a dit que c'est une décélération de moins 4 mètres par seconde carré. Le signe, là, il faut bien que je mette le moins parce que le camion se déplace vers la droite, donc sa vitesse est positive. Alors si je veux qu'il décélère, ça prendra un signe négatif. Les unités, alors on a transformé ici mètre par seconde carré, donc tout ça est cohérent. Pour la voiture, donc j'écris les mêmes données. Ici on a 55 km/h. Encore une fois, on va le transformer en mètres par seconde. Alors ça donne 15,3 mètres par seconde pour celui-là. Et l'accélération, alors là justement, quand je vais écrire l'accélération, je vais me poser la question du signe. Il faut absolument que les deux véhicules aient un système d'axe qui est cohérent. Alors si j'ai mis plus pour la vitesse du camion parce qu'il allait vers la droite, pour être cohérent, la vitesse de l'auto, il va falloir que je mette un signe moins. Donc, ici, je ne me suis pas laissé assez de place, mais je vais effacer ça. La vitesse de l'auto sera donc de moins 15,3 mètres par seconde. Et son accélération sera donc de plus 8 mètres par seconde carré. D'ailleurs, j'ai oublié le carré sur les secondes. Parce que si on veut que la vitesse diminue en module, il faut que l'accélération ait un signe contraire à la vitesse. Donc, il faudra que ça soit plus 8 mètres par seconde carré. Donc, c'est important d'être cohérent comme ça. L'autre chose qu'on peut mettre, c'est la position initiale. Donc, dans les deux cas, on connaît la position initiale. Et encore une fois, il faut que ça soit cohérent. Donc, je n'ai pas le droit de mettre, par exemple, 0 pour les deux. Alors, il faut que je me choisisse un système d'axe, une origine, dans le fond. Je vais choisir mon origine ici. X égale 0. Ça sera juste devant le camion. Et comme ça, l'auto, on pourra dire qu'elle se trouve initialement à 45 mètres. Donc, on va mettre 0 pour le camion, puis 45 mètres pour l'auto.
Évidemment, c'est arbitraire le système d'axe. On aurait pu choisir 0 pour l'auto, moins 45 pour le camion. Tant qu'on est cohérent, ça fonctionne. C'est tout ce qu'on a. On a la position initiale, mais on n'a pas le déplacement, le temps, etc. Donc, c'est tout ce qu'on a. Et c'est pas suffisant. C'est un peu comme tout à l'heure. On a la vitesse, l'accélération pour les deux. Puis on a la position initiale, mais on n'a pas le déplacement. Donc la position, c'est juste la moitié d'une variable. Donc on a encore juste deux variables connues. Alors on va être obligé de faire le même truc que tout à l'heure, c'est-à-dire d'essayer de trouver. Alors nous, on veut savoir est-ce qu'ils vont rentrer en collision. Donc pour rentrer en collision, il faudrait que l'avant des deux véhicules, puis c'est comme ça qu'on les a mesurés, l'avant des deux véhicules se touche, donc soit à la même position. Donc c'est ça qu'on va vérifier en fait. Mais là, il va peut-être falloir faire un certain nombre d'hypothèses. C'est-à-dire que, imaginons qu'est-ce qui pourrait arriver. Supposons que les deux freinent très rapidement. Supposons que le camion, ça y prend 10 mètres pour freiner, puis que l'auto, ça y en prend 5. Ben, clairement, il n'y aura pas de collision. Parce qu'il y en a un qui ça y prend 10 mètres, l'autre 5 mètres, donc ils ont amplement de distance, il n'y aura jamais de collision. Supposons que ça prend 100 mètres au camion pour arrêter, puis 50 à la voiture pour arrêter. Là, on est sûr qu'il va y avoir une collision. Donc, vous voyez, il faut regarder les différentes situations. Donc, avant peut-être même de résoudre comme tel le problème, on pourrait commencer par calculer la distance de freinage pour chacun pour savoir à quoi ça va ressembler. Donc, je vais faire ça ici. Donc ça, c'est mes données. Puis maintenant, je vais calculer la distance de freinage, c'est-à-dire le delta x. Mais le delta x, en ajoutant une autre information, c'est le delta x pour arriver à une vitesse finale de 0. Donc je vais marquer ici delta x si la vitesse finale est 0. Donc à ce moment-là, ça me donne une donnée de plus. Et là, je peux aisément identifier une équation qui va me permettre de calculer le delta x. Si vous allez voir dans vos équations, vous allez voir que c'est la dernière, donc la quatrième équation, qui lie la vitesse initiale, vitesse finale et l'accélération au déplacement. Alors, on met nos chiffres là-dedans. On avait 0 comme vitesse finale, 25 pour l'initiale. Ensuite, 2 fois l'accélération, moins 4 fois le déplacement qu'on cherche. Donc, il s'agit d'isoler notre delta x, ce qui est assez facile ici. Alors, ça donne 78,1 mètres pour le déplacement. Alors, on peut conclure tout de suite qu'il va y avoir une collision, c'est certain, puisque ça dépasse 45 mètres, donc le camion ne pourra jamais s'arrêter. On peut quand même aller voir, là, on va le faire la même chose rapidement pour l'auto. Donc, c'est pas ça que je voulais écrire. Donc, si la vitesse finale égale 0. Donc, allons voir quand même la distance de freinage pour l'auto. C'est la même équation. Donc, on va avoir 0 pour la vitesse finale. On avait 15,3 pour la vitesse initiale. C'était négatif, mais bon, on le met au carré, alors ça ne change pas grand-chose. Puis ensuite, on avait 8 pour la décélération. Alors, encore une fois, on peut calculer la distance de freinage. Ça donne cette fois-ci moins 14,6 mètres. Alors, le signe moins nous dit que l'auto se déplace vers la gauche. C'est bien normal. Mais ça va lui prendre donc un peu moins de 15 mètres pour pouvoir s'arrêter. Donc, l'auto aurait pu s'arrêter, mais certainement pas le camion. Où en est-on maintenant avec nos hypothèses? Bon, on sait qu'il va y avoir une collision. Maintenant, il y a peut-être encore une question qu'on pourrait se poser. Étant donné que la distance de freinage de l'auto est relativement courte, ça se pourrait que l'auto s'arrête avant que le camion rentre dedans. Donc, autrement dit, peut-être que les deux ne seront pas en mouvement quand il va y avoir la collision. Peut-être que l'auto va s'arrêter et que le camion va venir y rentrer dedans. Donc, on ne sait pas trop encore. Ce qu'on pourrait faire, c'est passer à la prochaine étape, calculer combien de temps ça prend maintenant. Donc, on a calculé la distance. On va calculer maintenant combien de temps ça prend à l'auto pour s'arrêter. Et puis là, on va aller voir où est rendu le camion à ce moment-là.
Comme ça, on va pouvoir savoir si la collision a lieu avant ou après que l'auto se soit arrêté. Donc, je continue ici pour l'auto. Je vais dire cette fois-ci, je cherche le temps pour, on va dire Vx égale 0. Donc, le temps pour que la vitesse finale soit nulle. Le temps d'arrêt, en fait. Alors, il s'agit de chercher dans nos équations celle qui nous permettrait de calculer le temps en fonction des informations qu'on connaît. Donc, dans le fond, la plus simple dans ce cas-ci, ce serait celle qui nous donnerait la vitesse finale. Donc, Vx égale V0x plus AX fois t. Puis, notre vitesse finale, c'est 0 puisqu'on s'arrête. La vitesse initiale, c'était moins 15,3 et on avait une accélération de 8. Donc, on peut facilement isoler le temps comme ça. Ça va nous donner 15,3 sur 8. Ça donne 1,91 secondes. Alors ça, c'est le temps que ça prend pour que l'auto s'arrête. Maintenant, pour décider hors de tout doute qu'est-ce qui va se passer, on prend ce temps-là et maintenant, on va aller calculer où est rendu le camion à ce moment-là. Donc, on va aller calculer, on va dire ici delta x pour t égale 1,91 secondes. Donc, encore une fois, on cherche dans nos équations celle qui nous permet de calculer delta x. C'est assez facile, il y en a plusieurs dans ce cas-là. On pourrait utiliser par exemple V0xt plus 1 demi axt carré. Donc, on a 25 fois 1,91 plus 1 demi a, c'est moins 4. Et on prend encore notre temps de 1,91 au carré. Et donc, avec ça, on est capable de calculer le déplacement. Alors, le calcul donne 40,4 mètres. C'est bien le delta x qu'on a et non pas le x, c'est le déplacement. Donc, ça veut dire que quand l'auto va s'arrêter, le camion serait rendu 40,4 mètres plus loin. Donc, mettons, il serait à peu près ici. Tandis que l'auto, ça lui a pris 14,6 mètres. 14,6 mètres, donc encore plus loin ici pour s'arrêter. Donc, en fait, ça nous permet de conclure hors de tout doute que la collision va avoir lieu. Et non seulement ça, mais c'est que les deux vont être encore en mouvement lorsque la collision va avoir lieu. C'est important de savoir ça parce que si l'auto avait eu le temps de s'arrêter, ça veut dire qu'on aurait eu deux phases au mouvement. Il aurait fallu faire une phase pour l'auto qui est, mettons, la décélération, puis ensuite une deuxième phase où ce qui ne bouge pas. Donc, tandis que là, maintenant, on sait qu'on a une seule phase où les deux avancent, puis finalement, ils se rentrent en contact. Donc là, maintenant, on peut reprendre le problème, maintenant qu'on sait ce qui se passe. Alors, j'ai effacé mes données qui m'ont servi à faire des tests, dans le fond, à tester mes hypothèses. Maintenant que je sais qu'est-ce qui se passe, je reprends avec les données initiales. Dans l'examen, vous comprenez qu'un problème comme ça, un, c'est long à faire. Deux, c'est difficile à corriger pour le prof quand il y a plusieurs hypothèses qu'on va tester comme ça. Donc, à l'examen, soyez clair dans votre démarche. Par exemple, ici, là, je l'ai effacé, mais j'écrirais ce que j'ai dit oralement, je l'écrirais dans mon examen. J'écrirais je conclus que les deux sont encore en mouvement pendant la collision. Donc là, je reprends mon problème pour que le correcteur puisse suivre facilement la démarche. Donc, on sait que les deux vont rentrer en collision en mouvement. Et donc, on va prendre la même démarche que dans l'exemple précédent. On va aller calculer, on va trouver une équation, dans le fond, qui nous donne la position finale en fonction du temps pour les deux. Donc, position finale en fonction du temps. Puis, ensuite, on va aller égaler les deux positions finales. Donc, l'équation à utiliser, c'est qu'il faut que je trouve une équation dans laquelle j'ai la vitesse initiale, l'accélération, puis ensuite la position et le temps, donc le déplacement et le temps. Donc, quelle est l'équation qui me donne toutes ces choses-là? C'est la suivante. On a x égale x0 plus v0xt plus 1 demi axt carré. C'est cette équation-là qui nous donne
tout ce qu'on cherche. Donc le x, le v0, le t, l'accélération. Alors, on a tout ce qu'il faut, ou encore, on a x et t qui sont les inconnus. D'ailleurs, ça va être la même équation, puisqu'on a les mêmes données, là, ça va être la même équation de l'autre côté aussi. Donc, pour le taux, sauf que c'est juste les données qui vont être différentes. Donc, pour chacun, on remplace. Alors, position initiale pour le camion, c'était 0. Sa vitesse, c'était 25. Son accélération, c'était moins 4. Voilà. Et pour l'auto, je fais la même chose. Sa position initiale, c'était 45. Sa vitesse initiale, moins 15,3. Et son accélération, 8 mètres par seconde carré. Voilà. Alors, on a position en fonction du temps, position en fonction du temps. Alors maintenant, on écrit que le x du camion est égal au x de l'auto. Tiens, on peut l'écrire comme ça. Alors, ça veut dire qu'on aura 25t. Je voulais marquer plus, mais ça sera plutôt moins. Parce que j'ai une demi fois moins 4, donc ça va donner moins 2t carré. De l'autre côté, on a 45 moins 15,3t. Ensuite, une demi 8, ça fait 4, donc plus 4t carré. Et maintenant, je suis rendu à ce que je voulais. En fait, je n'ai plus qu'un seul inconnu, qui est le temps. Donc, par contre, je vais avoir quelque chose de quadratique. Vous voyez que j'ai du t puis du t au carré, donc ça va être quadratique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout envoyer du même côté. Donc, si j'envoie tout du côté droit, donc je vais avoir 0 à gauche. Puis du côté droit, je vais avoir 4t plus 2t, c'est-à-dire 4t carré plus 2t carré, ça va faire 6t carré. Ensuite, pour ce qui est du t, les deux vont être négatifs. Moins 15,3, moins 25. Donc, ça va faire moins 40,3 t. Puis, la seule valeur qui est constante, c'est 45. Donc, plus 45. Et tout ça va être égal à 0. Alors, c'est une équation quadratique. Je vous rappelle la solution là, pour une équation quadratique. On fait moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Avec le a, ça va être 6, b, moins 40,3 et c, ça sera 45. Alors, on met ça là-dedans. Il y aura deux solutions. Donc, on calcule nos deux solutions. Alors, les deux solutions sont 5,23 secondes ou 1,43 secondes. Donc, c'est les deux solutions possibles. Ça nous dit donc à quel moment la collision a lieu. Les deux sont positifs. Donc là, c'est sûr que physiquement, il ne peut pas y avoir deux solutions. Il n'y aura pas deux collisions. Il n'y en a qu'une seule. S'il y en avait une qui était négative, on aurait pu facilement dire celle-là, ça ne se peut pas. Mais les deux sont positives ici. Comment est-ce qu'on fait pour les interpréter? C'est que dans le fond, alors, la vraie réponse, c'est celle-là. C'est 1,43. D'ailleurs, ça a du sens parce que tantôt, on avait calculé que ça prenait 1,91 secondes à l'auto pour s'arrêter, puis on avait conclu qu'il y aurait une collision avant ça. Alors, 1,43 secondes, ça a du sens. 5,23, c'est plus tard. Pourquoi il y a une autre collision plus tard? C'est qu'en fait, nos équations qui sont ici, ils nous disent que le camion accélère à moins 4, puis que l'auto à plus 8. Mais plus 8, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si on n'arrête pas le temps, l'auto s'en vient comme ça, elle arrête, puis le plus 8, ça va la faire réaccélérer dans l'autre sens. Donc, l'auto va se mettre à reculer avec une accélération de 8 mètres par seconde carré. Donc, ça, c'est l'équation qui dit ça. Évidemment, dans la vraie vie, une fois que l'auto va être arrêtée, elle ne va pas repartir. Mais si on n'arrête pas le temps, nos équations, c'est ça qu'ils nous disent. Même chose pour le camion, le moins 4, c'est que le camion va finir par s'arrêter, puis ensuite il va réaccélérer vers l'arrière. Bien sûr, ça n'aura pas lieu. Donc, c'est pour ça que la deuxième solution, il faut tout simplement l'abandonner. À cause de ça, donc, ça n'arrivera pas. Donc, c'est la première solution, 1,43 secondes, qui serait notre réponse. En fait, donc, la deuxième solution, ça serait que
les deux véhicules, c'est comme s'ils se passaient à travers à 1,43 secondes, et là, ils vont chacun leur bord et réaccélèrent, et ils viennent à nouveau avoir une deuxième collision à 5,23. Alors cette solution-là est vraiment à abandonner. Si on voulait savoir maintenant, donc ça c'est quand la collision va avoir lieu. Si on voulait savoir à quel endroit la collision a lieu, mais ça c'est très facile puisqu'on a calculé le temps, on pourrait venir le remettre dans ces équations-là. Donc ça ici, ça nous donnerait la position où la collision a lieu. D'ailleurs, c'est une bonne façon de se vérifier. On va aller voir si ça a du sens. Donc, si on fait le calcul, on remet le temps qu'on vient de trouver là-dedans. Quand on fait le calcul, on trouve 31,6 mètres. Elle aussi, donc, sera à 31,6. D'ailleurs, on peut remettre le temps là-dedans pour vérifier que ça donne effectivement aussi 31,6. Ça devrait être le cas. Et 31,6, ben, ça a beaucoup de sens parce qu'on avait calculé tantôt que l'auto s'arrêtait en 15 mètres, donc il s'arrêtait à 15 points quelques, donc ça donnait 29 points quelques mètres. Donc 31,6, c'est un petit peu plus loin justement, donc l'auto ne sera effectivement pas arrêté, mais presque. Donc ça a du sens avec ce qu'on avait calculé tout à l'heure. Alors maintenant, je voudrais résumer un petit peu ce problème-là, puis ce genre de problème-là. Vous avez vu que c'est un problème complexe, donc il y avait quand même plusieurs choses qu'il fallait penser. Donc, première chose, on énumère les quantités qu'on connaît. On fait attention aux unités, on fait attention aux signes, on s'arrange pour que le système d'axe soit cohérent pour les deux. Ensuite, là, on identifie, est-ce qu'il y a plusieurs phases au mouvement? Est-ce que chaque véhicule, est-ce que l'accélération est constante tout le temps ou bien il y a une phase d'accélération puis ensuite une phase à vitesse constante? Donc, on va voir les différentes phases. Ensuite, on regarde quelles sont les possibilités. Donc, on émet des hypothèses à savoir qu'est-ce qui peut arriver. Puis, en fonction de chacune de ces hypothèses-là, il faut voir s'il y a plusieurs étapes dans le calcul ou si on peut résoudre en une première étape. Donc, comme dans notre cas ici, on a fait plusieurs tests pour savoir qu'est-ce qui allait se passer. Et une fois qu'on a su qu'est-ce qui allait se passer, là, on peut reprendre le problème en mettant nos équations en commun pour les deux. Et ne jamais oublier dans chaque étape, puis à la fin, de vérifier si tout ce qu'on calcule, si ça a du sens, si ça marche avec les étapes précédentes, puis avec la situation physique également.